Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart for Change, sur les réseaux sociaux de Bismart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous ferons un point ensemble sur les défiscalisations possibles via des SCPI en cette fin d'année 2024. Et nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant Jonathan Diver, fondateur de meilleurscpi.com pour en parler. Ce sera donc la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui reviendra sur l'appétence de plus en plus grande des investisseurs particuliers en France et en Europe pour les ETF. D'où vient cette appétence et comment l'expliquer? Nous en parlerons avec Olivier Malteste, directeur des investissements de Yomoni, mais aussi avec Ivana Davo, responsable de la distribution digitale de BlackRock. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous reviendrons sur le mécanisme de holding. Quel statut juridique choisir pour sa holding? Une URL ou une SASU? Nous répondrons à cette question avec Jérémy Doyen, associé chez Bonnet et Doyen Conseil. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons tenter de comprendre ensemble quelles sont les solutions pour défiscaliser en cette fin d'année 2024. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jonathan Diver. Bonjour Jonathan Diver. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes fondateur de meilleurscpi.com. Alors on arrive presque à la fin de l'année 2024 et on a encore un certain nombre de personnes qui cherchent à optimiser leur fiscalité. Est-ce qu'il y a des solutions plus pertinentes que d'autres pour optimiser sa fiscalité, Jonathan Diver? Oui, c'est vrai que les Français, ils aiment bien un peu réduire ce bas de ligne ou le revenu imposable. Surtout dans un contexte de budget qu'on connaît justement en compliqué. Cette fin d'année. Oui, qui est compliqué. Et puis les perspectives qui sont quand même assez moroses, alors qu'on a tout pour réussir, mais ça, c'est un autre débat. Pour moi, j'ai trois dispositifs assez connus à vous présenter. Le premier, c'est les SCPI fiscales. Alors les SCPI fiscales, ça permet de bénéficier des lois fiscales qui existent. Alors, bien sûr. On a le de Normandie, on a le Malraux, on a le déficit foncier. Donc c'est des choses qui peuvent exister et qui, dans le contexte actuel, vu que les actifs qui sont un peu dégradés, des passoires thermiques, on peut acheter dans des bonnes conditions, donc ça peut avoir du sens. Mais moi, j'aime bien dire qu'il faut toujours saupoudrer la défiscalisation. C'est pas le cœur du réacteur du patrimoine de l'épargne de vos auditeurs. Mais c'est un dispositif qui existe effectivement, qui est connu, qui existe. Après, on a un autre dispositif qui a été lancé il y a quelques années, c'est le PER, Plan d'épargne retraite. Bien sûr. Ce qui est bien, c'est que ça permet de défiscaliser sur la tranche marginale d'imposition. Rappelons ce que c'est que la tranche marginale d'imposition, c'est le pourcentage d'impôt le plus élevé sur lequel vous êtes fiscalisé. Voilà, donc c'est 11, 30, 41, 45, voire même un peu plus. Donc, si on a une fiscalité qui est un peu importante, on va pouvoir défiscaliser, mais avec un horizon retraite en tête. D'accord. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lors de la sortie, on est refiscalisé sur sa tranche marginale d'imposition. Donc, voilà, il y a quand même des sujets à regarder avec le PER. Avec un calcul là où on se dit que peut-être qu'on aura quand même un revenu imposable moins important à la retraite qu'aujourd'hui. Et donc, du coup, il y aura un effet. Mais il faut le regarder sur une durée longue, sur un temps long. Parce que si je défiscalise quand j'ai 25 ans, une tranche marginale de 30 pour avoir une TMI à 11% le jour où je pars à la retraite, le calcul est, à mon avis, très discutable. Donc, il faut vraiment regarder. Puis après, il y a, pour moi, ma solution préférée. C'est l'investissement dans les groupements forestiers. D'accord. Pour plein de raisons, écologiques, environnementales, sociétales. D'un point de vue boulot, j'aime bien dire qu'il y a 440 000 emplois dans la filière bois, non délocalisables, donc c'est assez important. Et en fait, vous allez pouvoir investir dans des groupements forestiers à partir de 1 000 € d'investissement. Ça va vous donner, sur l'année 2024, 18% de réduction d'impôt en bas de ligne. C'est-à-dire que si vous avez, on va prendre un exemple, vous investissez 10 000 €, ça vous fait 1 800 € de réduction d'impôt. Et si vous aviez eu à payer 2 000 € d'impôt pour l'année 2024, vous n'allez en payer plus que 200 parce que vous avez votre réduction fiscale qui vous a permis d'optimiser ces 18%. Et en fait, là, moi, je trouve que c'est pertinent de le saupoudrer de manière régulière parce qu'en fait, le groupement forestier, vous allez pouvoir investir à partir de 1 000 € de manière régulière. Et au bout de 5 ans, 6 ans,
Alors, parce qu'il y a un engagement de détention quand même. Bien sûr, 18%, ouais, bien sûr. c'est pas vous faites votre investissement et puis l'année d'après, vous le revendez. Non, il y a une durée de détention minimum que de quoi, de 5-6 ans du coup? C'est 5 ans. Ok, C'est 5 ans. Ouais. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir rouler. Donc, en fait, vous allez faire vos 5 premières années. Donc, vous allez faire votre investissement 5 000 euros par an. Et puis après, votre fonds de roulement, il sera bon, à condition que vous arriviez à revendre vos parts, ce qui dans le momentum actuel, est tout à fait possible. Voilà. En matière de stratégie, parce qu'effectivement, la simple volonté de défiscaliser ne constitue pas une stratégie en soi, même si on se pose un peu plus la question en fin d'année qu'en début d'année. En matière de stratégie, les groupements forestiers, ça s'adresse à tout le monde. Ça, si on prend cet exemple-là que vous nous avez donné. Moi, je trouve que c'est un peu... Alors, je n'ai pas le droit de dire ça, mais je trouve que c'est un peu l'or vert, en fait. C'est une forme d'épargne très vertueuse, et puis en plus qui parle. Avec peu de rendement quand même. Hein. Avec très peu de rendement. Hein. Moi, j'aime bien dire qu'il y a entre 0 et 1% de distribution et en revalorisation entre 0 et 2%. Mais pour moi, ça s'adresse à partir du moment où on a, j'allais dire, suffisamment d'épargne, une épargne de précaution, qu'on est pourquoi pas propriétaire de sa résidence principale, qu'on a de l'assurance vie, c'est un outil de diversification. Mais je trouve que c'est un très bel outil de diversification. Puis en plus, ça se transmet très bien parce qu'on peut optimiser très largement lors de la transmission un abattement de 75%. Si on veut avoir une bonne gestion patrimoniale en cette fin d'année 2024, alors effectivement, on regarde les dispositifs défiscalisants, en lien évidemment avec sa stratégie. Il ne faut pas simplement aller sur un dispositif qui permet de défiscaliser pour défiscaliser, vous l'avez dit vous-même, mais comment est-ce qu'on peut organiser au mieux sa stratégie de fin d'année 2024 ? Alors, gestion de patrimoine, moi je pense que c'est important déjà de se cultiver d'un point de vue financier. D'accord. C'est très important. On va s'abonner à des magazines de gestion de patrimoine, on va regarder des chaînes comme Bismart, c'est important de se nourrir en fait, pour bien comprendre la gestion de patrimoine. Après, je pense que c'est important d'avoir un suivi. Et suivi, on peut l'effectuer à travers des agrégateurs. Il y a un agrégateur très connu qui s'appelle Finery. Nous, Meilleur SCP, on a lancé un agrégateur qui s'appelle Monujo, qui vous permet d'avoir une vision consolidée de tout votre immobilier physique, pierre papier, que ce soit SCPI, groupement forestier, groupement foncier viticole. Et une fois qu'on a ce constat-là, et qu'on a suivi, on va pouvoir mettre en place de la gestion de patrimoine. D'accord. D'abord, il faut savoir ce qu'on a, globalement. Bien sûr, c'est super important. Et ça a l'air d'être évident, mais c'est pas si évident pour tout le monde, c'est ça? C'est pour ça que vous le rappelez? C'est pas si évident, et c'est important de le suivre dans le temps. Exactement. D'accord. On pense que c'est un acquis, mais ça demande beaucoup de travail de le faire. Donc, si vous avez une plateforme qui vous aide à l'optimiser, c'est plutôt sympa. Et puis après, il y a ces objectifs. Voilà, par exemple, si j'ai envie de transmettre, on parle de défiscalisation en cette fin d'année. La fin d'année, c'est le moment où on va parler en famille des sujets sympas et moins sympas. Il y a un outil en France que tous les Françaises et les Français doivent connaître, c'est le démembrement. Le démembrement, c'est le meilleur outil qui existe en gestion de patrimoine. Ça, c'est un sujet pour les fêtes de fin d'année en famille? Alors, oui. Faut le mettre sur la table. En disant, tu es usufruitier, tu es nu propriétaire. Non, blague à part, c'est vraiment très efficace parce qu'en fait, on n'est pas dans la défiscalisation d'un produit d'investissement au sens propre. On est dans de la gestion de patrimoine. D'accord. Et on peut. Pour moi, je considère que c'est presque un outil de défiscalisation, la nue propriété. Deux exemples. C'est une anticipation de transmission. Exactement. Et alors, il y a l'anticipation de la transmission. On va prendre le premier cas. Vous êtes propriétaire, vos parents sont propriétaires d'un appartement. Ils se disent, OK, on va transmettre la nue propriété aux enfants. Le jour où les parents décèdent, les enfants récupèrent sans frais l'actif. Donc c'est vraiment intéressant parce que avec finalement tous les 15 ans, on a le droit de donner 100 000 euros par parent, par enfant. Donc si on optimise bien, on peut vraiment transmettre pas mal de patrimoine. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le démembrement viager. Et puis après, on a le démembrement temporaire. D'accord. Je dispose d'une somme, 10 000 euros. Je n'ai pas envie d'avoir de fiscalité pendant les 10 prochaines années. Je n'ai pas besoin d'avoir de revenus. Je vais pouvoir faire quoi? Je vais pouvoir investir en nue propriété de part de SCPI. Je ne vais pas avoir de fiscalité pendant les 10 prochaines années. Je vais payer moins cher mon package plutôt que je ne vais pas payer 100%. Et au bout des 10 ans, j'ai les revenus qui vont tomber. Voilà, donc c'est la gestion de patrimoine. Concrètement, s'il y a deux mots à retenir, c'est le suivi, le démembrement. Et avec ça, on est, à mon avis, très bien paré pour la fin d'année. Merci beaucoup, Jonathan Diver, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes fondateur de meilleurscpi.com. Merci, et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.
Comment expliquer l'intérêt de plus en plus grand des investisseurs français et européens vis-à-vis des ETF? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans Enjeu Patrimoine. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir deux experts du sujet sur le plateau. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Olivier Malteste. Bonjour Olivier Malteste. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur des investissements chez Yomoni et à vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Ivana Davo. Bonjour Ivana Davo. Bonjour Nicolas. Vous êtes responsable de la distribution digitale chez BlackRock. Alors quand on regarde les derniers chiffres d'investissement en ETF, on voit que les 2 milliards d'euros d'encours ont été dépassés donc en euros pour les ETF en Europe au troisième trimestre. Une collecte de 61,8 milliards d'euros sur le trimestre. Alors ça ne concerne pas que les investisseurs particuliers, c'est investisseurs particuliers et investisseurs professionnels. Mais on constate quand même une montée en puissance trimestre après trimestre de l'investissement en ETF, notamment des particuliers. Ivana Davo, comment est-ce qu'on peut expliquer cet intérêt des investisseurs pour, j'allais dire cette nouvelle classe d'actifs, mais qui n'est pas si nouvelle que ça, mais en tout cas cette manière d'investir? Oui, et effectivement, les investisseurs sont de plus en plus intéressés par les ETF pour un certain nombre de raisons. Tout d'abord, on le sait, on le répète régulièrement, les ETF, ce sont des produits qui sont peu chers. On prend le frais moyen d'un ETF, il est autour de 15 points de base. Quand on regarde un OPCVM, on va plutôt être sur des frais moyens autour de 65-70 points de base. D'accord, donc la première explication, c'est les frais quand on investit sur un ETF. Effectivement, donc des produits extrêmement attractifs en termes de prix. Le deuxième point, c'est vraiment des produits qui sont simples à comprendre. Vous allez prendre un ETF qui réplique le S&P 500. Bien sûr. Vous allez savoir directement que vous êtes investi dans les 500 plus grosses capitalisations boursières américaines. Donc beaucoup de transparence grâce aux produits d'ETF. Et je dirais le troisième point, c'est la facilité d'accès. Ce sont des produits, on le sait, qui sont cotés en continu sur les places boursières et qui sont devenus de plus en plus accessibles, notamment grâce aux plateformes digitales, dont Yomoni, et donc qui attirent de plus en plus d'investisseurs particuliers. Olivier Malteste, alors effectivement, Yomoni est une plateforme digitale, on le reprécise. Vous êtes surpris, vous, de cette montée en puissance des ETF ou ça coïncide globalement avec ce que vous constatez depuis plusieurs mois, plusieurs trimestres, voire plusieurs années? Oui, non, pas du tout surpris. Et je rajouterais dans tout ce qu'a dit Ivana, qui est fort juste, c'est l'efficacité de l'ETF. S&P publie depuis 20 ans une étude qui s'appelle l'étude Spiva, qui est bien connue, et sur laquelle ils vont comparer la performance des fonds traditionnels avec leur benchmark. Et leur dernière étude qui est sortie montre que sur les fonds américains, il y en a 90% qui ne battent pas leur benchmark et 92% des fonds européens ne battent pas non plus leur benchmark. D'accord. Et donc c'est aussi cette efficacité-là que les clients de plus en plus se rendent compte, les investisseurs se rendent compte et donc de plus en plus vont vers les ETF plutôt que de rester dans des gestions plutôt traditionnelles. C'est-à-dire qu'ils se disent pourquoi s'embêter à chercher finalement les actions qui fonctionnent le mieux quand un panier de valeurs surperforme finalement une stratégie individuelle. Exactement. Et c'est pour moi l'événement le plus important et c'est la raison principale pour laquelle on voit de plus en plus des volumes qui augmentent sur les ETF globalement en Europe, y compris en France. Nous, chez Yomoni, on fait une étude assez régulière pour voir le taux de notoriété de l'ETF, c'est-à-dire qu'on interroge, donc c'est YouGov qui a fait ça pour la dernière étude, sur 1660 personnes représentatives de la population française, et on leur demande périodiquement combien de Français en fait connaissent le terme ETF et sont à l'aise avec le mécanisme de l'ETF. Quand on leur dit ETF tracker, est-ce qu'ils savent ce que c'est, est-ce qu'ils ont déjà entendu ça? Et en fait, ce qu'on observe, c'est que globalement, au niveau des Français, il y en a que 32% qui connaissent. Alors, il faut avoir en tête, par exemple, que Bitcoin, c'est connu à plus de 80%. Que 32% des Français et que ce taux, en fait, évolue peu et monte peu. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on voit que les encours progressent, mais en fait, le taux de notoriété, pour l'instant, en France, n'augmente pas encore de manière significative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les mêmes qui investissent de plus en plus? C'est-à-dire que les mêmes sont de plus en plus convaincus, enfin, c'est comme ça que nous, on l'interprète, et qui, progressivement, migrent de plus en plus de parties de leur capital vers les ETF, de par, justement, cette efficience-là. Ce qui est intéressant aussi sur ce taux de notoriété-là global à 32%, c'est qu'il y a un vrai choc de génération. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde les personnes qui sont âgées entre 18 et 24 ans, ils sont plus de 53% à connaître ce que c'est qu'un ETF. Et lorsqu'on regarde les 55 ans et plus, là, on tombe à 19%. D'accord. Vraiment que les Donc c'est un produit pour les jeunes. Les jeunes, en tout cas, se sont formés. Et nous, chez Yomoni, on voit beaucoup de clients aussi relativement âgés qui nous appellent parce que leur fils ou leur fille a dit appelle Yomoni, renseigne-toi sur les ETF parce que c'est un produit particulièrement efficace.
Ivana Davo, alors vous avez également mené une étude chez BlackRock qui s'appelle People and Money, et il y a un chiffre qui m'a alerté, c'est que alerté en tout cas qui m'a interpellé, c'est que vous constatez qu'il y a beaucoup de nouveaux investisseurs qui ont émergé en Europe. Je crois que vous trouvez 11 millions de nouveaux investisseurs qui ont émergé sur les 12 derniers mois. On imagine que c'est des jeunes, pas forcément, mais on peut imaginer que c'est notamment des plus jeunes. Ça veut dire que c'est cette nouvelle génération qui se saisit des ETF, comme nous le dit Olivier Malteste? Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui en France, vous avez un tiers des investisseurs qui ont entre 18 et 35 ans, et effectivement ils ont envie de prendre en main leur avenir financier dès leur plus jeune âge. Ils sont aidés par beaucoup de pédagogie et d'éducation financière que l'on retrouve notamment au travers de médias et de réseaux sociaux, et effectivement ils sont enclins à investir sur ces fameux produits d'ETF pour les raisons qu'on a évoquées il y a un instant. Et une stat qui est intéressant d'observer, et on revient encore sur l'essor de la digitalisation qui aide à cette démocratisation, c'est que 3 jeunes sur 4 investissent dans des ETF via des plateformes digitales. Donc directement, sans passer par un conseil Alors, c'est pas parce que vous investissez via une plateforme digitale que vous n'avez pas de conseil. YoMoney en est la preuve la plus flagrante, mais en tout cas, il y a une facilité d'accès, une interface, une application qui est optimisée, qui vous permet soit d'investir en gestion libre, soit d'investir en gestion pilotée comme YoMoney. Quelle est et on va continuer avec vous, Ivana Davo, le comportement des investisseurs sur les ETF? Parce qu'effectivement, on a parlé d'un panier de valeurs qui surperformerait une gestion active, qu'on les délégué ou qu'on soit dans une gestion individuelle. Est-ce que ça veut dire que quand on investit en ETF, on investit que sur les grands indices américains ou européens, ou ça va un peu plus loin que ça? Aujourd'hui, si vous prenez déjà la gamme d'ETF iShares de chez BlackRock, vous avez 350 ETF qui sont accessibles à la clientèle particulière. Effectivement, vous avez les indices classiques, S&P 500, MSCI Monde. Il faut savoir d'ailleurs que c'est eux qui ont drivé plus de 80% de la collecte depuis le début de l'année. D'accord. Donc il y a quand même un intérêt pour ces gros indices avant tout. En ce moment, oui, parce qu'on sait que c'est ceux qui fonctionnent bien. Quand on regarde par exemple le top 20 des plus grandes sociétés américaines, c'est eux qui ont largement tiré vers le haut les marchés boursiers. D'ailleurs, BlackRock qui a lancé il y a 2-3 jours un nouvel ETF justement pour répondre aux besoins des investisseurs. On a lancé le iShares S&P 500 Top 20, qui va justement être investi sur ces 20 plus grosses capitalisations boursières américaines. Ce qui prouve aussi d'ailleurs que chez nous, on cherche en permanence à innover en créant des produits qui répondent aux besoins des particuliers. Mais pour répondre à votre question, donc effectivement... Ça s'arrête là, c'est ça ma question. 2024, une année qui est tirée par des marchés... on va dire par des ETF assez classiques. Oui. Par le passé, on a vu des choses beaucoup plus exotiques. On a vu des intérêts pour les actions chinoises par le passé, pour des actions indiennes et également pour des ETF sur des thématiques très particulières comme l'intelligence artificielle ou le jeu et le gaming. Ça amène du coup une question, Olivier Malteste, que vous constatez peut-être effectivement chez YoMoney. Alors effectivement, est-ce qu'on investit que sur des grands indices ou est-ce qu'on va sur des stratégies un petit peu plus précises? Et deux, quand on veut investir sur des marchés émergents dont on n'a aucune connaissance, est-ce que l'ETF apporte pas une facilité quelque part d'entrée et de sortie sur ce type de marché? Alors nous, chez YoMoney, on fait de la gestion. Donc c'est-à-dire que les clients, ils nous confient leur épargne, ils nous demandent de gérer pour eux. Donc on va nous effectivement investir sur plein d'indices et sur des indices globaux, mais pas uniquement. On se sent à l'aise avec les ETF parce que justement on a une palette très très large sur laquelle on peut investir sur des thématiques ou sur des secteurs vraiment très particuliers et pas uniquement sur les indices. D'accord. Après, ce qu'on voit, c'est que globalement, lorsqu'on fait de la gestion indicielle, en général, on cherche la diversification, donc on va chercher des gros indices. Et c'est vrai que les indices mondiaux, comme le disait Ivana, c'est ce qu'on voit vraiment en termes de flux, et les actions américaines notamment sont particulièrement recherchées. C'est eux qui drainent les flux aujourd'hui, globalement. Exactement. Et dans le cadre d'un PEA, on peut s'investir aussi, pas uniquement sur les actions européennes, mais sur des actions mondiales, y compris sur les actions américaines, et c'est aussi l'intérêt. Donc ça, c'est vrai que après, c'est facile. Investir sur les marchés émergents, parce que c'est l'exemple que vous preniez, Nicolas, ça peut être relativement complexe. Et via un ETF, en fait, on achète une part d'ETF, le montant qu'on veut au niveau des ETF émergents, de la même manière qu'on achèterait des actions CAC 40 ou ainsi de suite. Donc c'est vraiment très très simple. C'est cette simplicité, cette lisibilité aussi qui est permise par les ETF et qui est recherchée par les investisseurs
y compris les investisseurs particuliers. Alors, une question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, c'est déjà, Olivier Malteste, peut-être que la réponse ne sera pas la même d'ailleurs en fonction de si on fait de la gestion pour le compte de particuliers ou si on est un particulier en direct, mais combien de temps on garde un ETF ? Alors ça va dépendre essentiellement du sous-jacent. C'est-à-dire qu'on a coutume de dire sur un placement action, il vaut mieux pouvoir le garder entre 7 et 10 ans minimum. Donc un placement en ETF, si le sous-jacent est action, correspond en durée de détention à un placement action, si je comprends bien. D'accord. Exactement. Et vous avez des ETF monétaires pour aller sur les moins risqués. Et ceux-là, vous pouvez les garder un jour ou deux si vous avez besoin. Après, il faut regarder effectivement les coûts d'entrée et les coûts de sortie. Alors, les ETF, il n'y en a pas, mais lorsque vous passez vos ordres en bourse en termes de liquidité, ça va vraiment dépendre du sous-jacent. En fait, l'ETF, c'est un véhicule qui va se négocier en bourse comme une action. Mais ensuite, ce qu'il faut vraiment regarder, c'est le sous-jacent sur lequel vous êtes investi. Plus le sous-jacent va être risqué, plus il va falloir le garder longtemps, et moins le sous-jacent va être risqué. Inversement, plus vous allez pouvoir sortir rapidement et facilement, parce que vous prenez moins de risques en fait, de perdre en capital sur votre investissement. Est-ce qu'on peut faire de la gestion active sur des ETF, c'est-à-dire aller effectivement sur les émergents en 2023, le S&P 500 en 2024 et potentiellement sur l'Europe en 2025, espérons, on verra. Mais... oui, alors nous on parle plus d'allocation dans ce D'accord. cas-là que de gestion active, parce que vous allez rechercher du coup non pas à sélectionner des valeurs, mais à vous orienter sur les zones qui paraissent avoir le meilleur potentiel et le plus de potentiel et à gérer vos risques. Un des reproches qui est souvent fait à la gestion ETF ou à la gestion indicielle de manière générale, c'est la concentration des indices. Il faut avoir en tête par exemple que vous avez un gros poids de valeurs technologiques si vous investissez sur les actions américaines globalement, mais vous avez aussi les indices qui sont equally weighted, donc équipondérés entre les différentes zones pour venir complémenter ces biais. Donc on peut être exposé sur les actions américaines aussi sans vouloir prendre un pari technologique par exemple trop important par ce biais-là. En fait, on peut tout faire pratiquement sur les ETF, et les acteurs comme BlackRock ne font qu'élargir les gammes et donc nous donner de plus en plus de marge de manœuvre aussi pour faire de l'allocation sur ces sous-jacents-là. Ivana Davo, quand on a à disposition plusieurs centaines d'ETF et qu'on est un particulier et qu'on doit choisir des stratégies de gestion, qu'est-ce qu'on fait ? On réfléchit, on suit les marchés au quotidien, ou alors on choisit ses thématiques d'investissement et ensuite on y investit de manière régulière Soit on va chez Yomoni. D'accord, c'est ça. Et on délègue. Et on délègue. Soit on peut utiliser une méthode d'investissement qui s'appelle les savings plans, ou en français les plans d'investissement mensuels, versement libre programmé. J'en parle parce que c'est également une méthode d'investissement qui va prôner un investissement sur le long terme. C'est une méthode d'investissement qui n'est pas révolutionnaire, le fait d'investir des petites sommes de manière régulière pour lisser ses investissements, mais qui a été remis au goût du jour, notamment par les Allemands dans la période post-Covid, et qui est vraiment l'outil d'investissement phare pour les jeunes, enfin pour les personnes qui veulent faire un premier pas dans les investissements et sur les places boursières. D'accord. Donc on investit la même somme tous les mois, comme ça on est sûr de ne pas se tromper entre guillemets et de pas, enfin en tout cas sur le point d'entrée. Voilà, et on met par exemple 100, 200, 300 € sur un indice iShares, MSCI Monde, S&P 500 ou autre. Aujourd'hui, vous avez, on vient de publier en partenariat avec Extra ETF une étude qui montre que vous avez quasiment 11 millions de comptes savings plan ouverts en Europe. Ça ne fait que de croître. Près de 15 milliards d'euros sont souscrits chaque année via ces fameux versements libres programmés. Et surtout, on anticipe une croissance parce qu'on n'est qu'au début de cette nouvelle ère où on imagine que les souscriptions en ETF, près de la moitié devraient passer via ces fameux versements libres programmés. Allemagne, on est déjà arrivé à une forme de maturité. En France, c'est juste le début et je pense qu'on aura plein d'occasions d'en reparler. On en reparlera sur le plateau Smart Patrimoine avec plaisir. Merci beaucoup Ivana Davo, responsable de la distribution digitale chez BlackRock. Merci également Olivier Malteste, directeur des investissements chez Yomoni. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Quelle structure juridique choisir pour sa holding ? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans l'œil de l'expert et nous avons le plaisir de recevoir pour cela sur le plateau de Smart Patrimoine Jérémy Doyen. Bonjour Jérémy Doyen. Et bonjour à toi. Vous êtes associé chez Bonnet et Doyen Conseil. Alors la question qu'on se pose souvent lorsque l'on veut constituer un mécanisme ou un montage avec une holding, c'est quelle structure juridique choisir, que ce soit une EURL ou une SASU, si on est associé unique, mais on peut être plusieurs associés aussi dans une holding. Est-ce qu'il y a une méthodologie qui permet de comprendre ou d'analyser
quelle structure juridique est la meilleure pour une holding? Entre la SAS et la SARL, ou la SASU et l'EURL, il y a aussi une autre société qui est possible. C'est, comme je le rappelle, la société civile, moins adaptée la plupart du temps. On va souvent aller vers la SAS en holding, VS, la SARL. Pourquoi? Je l'explique rapidement. La plupart du temps, il va falloir regarder la société commerciale du dessous. C'est-à-dire que si en société commerciale, on a une EURL, le gérant de l'EURL va choisir la plupart du temps, j'insiste, une SAS au-dessus. Pourquoi? Pour cumuler les deux structures juridiques et donc pour bénéficier des avantages de l'une et de l'autre dans ces deux sociétés différentes. Car oui, la holding permet, au-delà du régime mère-fille et du réinvestissement des bénéfices, d'optimiser aussi sa rémunération. Donc la rémunération du dirigeant, on le sait, elle est différente en termes de charges sociales et de dividendes si on a une EURL ou une SAS. Donc cumuler les deux, c'est souvent ce que font la plupart des gérants ou des présidents, directeurs généraux. Par contre, j'insiste, on peut aussi mettre une SARL ou une EURL au-dessus si on a une SAS en dessous. Et oui, car du coup, on va aussi cumuler les deux, mais dans l'autre sens. Est-ce qu'il y a quand même... Donc si je comprends bien, ça veut dire que quand on a une structure en dessous, il faut mettre l'autre structure au-dessus si jamais on hésite entre SAS ou SARL. Est-ce qu'il faut quand même prendre en compte des questionnements autour du salaire ou du versement de dividendes? Il y a plein de choses à prendre en compte. Ça, c'est dans la plupart des cas. J'insiste, souvent, on va cumuler les deux structures. Dans certains cas, on peut aussi mettre une SARL avec une autre SARL au-dessus. Pourquoi? Car on aurait une SARL très fortement valorisée qui permettrait d'avoir une SARL avec un capital social important. Et on le sait, en SARL, on est limité à hauteur de 10% du capital social pour les dividendes. Mais si le capital social est à 3 millions d'euros, on peut se verser jusqu'à 300 000 euros de dividendes. Donc ça laisse la liberté aussi d'avoir une SARL au-dessus. Point important également, on veut bénéficier des conventions de prestation de services. La convention de prestation de services, je rappelle ce que c'est juste le fait de pouvoir dire que l'une des activités de la société commerciale est en fait utilisée et faite par la holding pour le groupe de sociétés. On parle que d'une société depuis le départ, il peut y avoir plusieurs sociétés en dessous d'une holding. Et donc cette convention de prestation de services, si on a une EURL au-dessus, on peut dire que c'est un mandat de gérance, alors que si on a une SAS, il va falloir trouver une convention de prestation de services qui complète l'URL du dessous. Si on n'a pas la possibilité d'apporter 3 millions d'euros au capital social d'une SARL, il vaut mieux mettre une SAS, du coup, si je comprends bien ou... Je rappelle juste que c'est la valorisation de l'entreprise. Oui, bien sûr. Un apport. Mais effectivement, oui. Si c'est un apport de la valorisation de l'entreprise. Il faut avoir une entreprise qui vaut 3 millions d'euros. Exactement. On n'a pas besoin de mettre 3 millions de cash, on met la valorisation. C'est exactement ça. Point important, oui, si on n'a pas une entreprise qui vaut 3 millions, et c'est la plupart des cas, la holding s'adapte très bien à un entrepreneur avec une société à 50 000 euros comme une société qui vaut 500 000 ou plusieurs millions. Ou un entrepreneur qui anticipe que sa société vaudra 3 millions d'euros, mais qui fait le montage un peu plus tôt. Exactement, et c'est même ce qu'il faudrait faire dans la plupart des cas, c'est-à-dire le faire en amont. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que oui, la plupart des cas, c'est de mettre une EURL en dessous avec une SAS au-dessus, mais l'autre situation se montre souvent aussi, on l'explique parce qu'on va avoir une SAS en dessous avec une EURL au-dessus, un mandat de gérance qui permettra une remontée du chiffre d'affaires de la société commerciale vers la société holding. On rappelle le régime mère-fille également qui permet d'augmenter la capacité à la holding de capitaliser et d'investir dans le temps. Merci beaucoup Jérémy Doyen de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes associé chez Bonnet et Doyen Conseil. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.